La France et l'Allemagne rejettent la proposition de la Commission européenne quant à l'accueil des demandeurs d'asile. Le 9e candidat à la Maison-Blanche s'est dévoilé lundi. Il s'agit du sénateur Lindsey Graham. Le roi Pelé et l'ex-galactique du Real Madrid, Raúl, vantent l'avenir prometteur du football cubain. Deux nouveaux apôtres du dégel USA-Cuba. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des informations sur Sika. Bienvenue. Les violences causées par Boko Haram dans le nord-est du Nigeria ont obligé les gens à fuir leurs maisons et traverser les frontières. Cela crée une crise alimentaire dans la région, selon le Programme alimentaire mondial, avec près de 200 000 personnes cherchant refuge au Niger, au Cameroun et au Tchad. Ces réfugiés qui vivent dans le camp de Mora, au Cameroun, ont fui la terreur instaurée par Boko Haram dans le nord du Nigeria. Mais même au Cameroun, certains villages, comme ici, à 15 km de la frontière avec le Nigeria, sont victimes des attaques de la secte islamiste. Ils ont brûlé nos maisons et toute notre nourriture. Nous dormions dans les buissons. On ne pouvait pas rester. C'est pour cela que nous sommes ici. Le Programme alimentaire mondial PAM affirme que le 13 mai, des membres de Boko Haram, sur des motos, ont attaqué Taïr au milieu de la nuit, brûlant les champs et les habitations. Depuis, les soldats camerounais contrôlent ce village. Il nous a attaqués avec des fusils. Les gens ont commencé à fuir. On a fui, oui. Et ils ont commencé maintenant à brûler des maisons. Ils tiraient les fusils, force. Dans ce genre d'exode, les enfants sont les plus vulnérables, comme ici, dans le camp de réfugiés de Minawao, où se trouvent des réfugiés nigérians. Le PAM évalue à 39 000 le nombre de réfugiés vivant dans ce camp. C'est devenu une crise régionale. Cela affecte non seulement le Nigeria, mais également les pays voisins, à cause des gens qui traversent la frontière. Malheureusement, ceux qui souffrent le plus sont les enfants. Au Cameroun, par exemple, nous pouvons voir que les taux de malnutrition montent très rapidement, jusqu'à 35% dans certaines régions frontalières. Le PAM fait tout ce qu'il peut. Nous aidons les réfugiés et ceux qui ont dû se déplacer dans le pays. Mais nous avons besoin de plus d'aide. La question sécuritaire reste une des priorités du président nigérian Muhammadu Buhari, connu pour sa poigne de fer et qui a remercié le Tchad, le Niger et le Cameroun pour leur aide militaire. Selon son porte-parole, il doit réaliser cette semaine ses premiers déplacements à l'étranger depuis son investiture en se rendant au Niger et au Tchad pour parler de la lutte contre Boko Haram. Dans le sud du Nigeria, le bilan de l'incendie d'un camion-citerne dont le chauffeur a perdu le contrôle aux abords d'une gare routière à Onitsha s'élève désormais à 69 morts. Un responsable de la Croix-Rouge basé à Abuja, la capitale, a ajouté que de nombreux blessés souffraient de brûlures graves et que le bilan pourrait être à nouveau revu à la hausse. Onitsha, la plus grande ville de l'État d'Anambra et un carrefour commercial de cette région, eh bien, les accidents de la route sont très fréquents au Nigeria à cause du mauvais état des routes et des véhicules également, des excès de vitesse et de l'abus d'alcool au volant. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, a été reçu ce mardi à l'Élysée par son homologue français, François Hollande. Principaux sujets au cœur de leur discussion, la crise au Mali et en Égypte, sans oublier la lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Suivons à présent un extrait de la déclaration du chef de l'État nigérien, Mahamadou Issoufou. Nous souhaitons qu'il y ait une réconciliation entre Libyens et même une intervention afin de chasser les terroristes, en particulier Daesh qui s'est installé en Libye. Nous avons aussi évoqué la situation sur notre flanc sud
avec Boko Haram qui sévit dans la zone du lac Tchad. Et nous pensons que les prochaines semaines, avec la nouvelle administration qui s'installe au Nigeria, nous allons pouvoir rendre opérationnelle la force mixte multinationale. Le chef de la mission de l'ONU contre Ebola en Guinée a dénoncé lundi des violences dans l'ouest du pays qui ont mis en péril la lutte contre l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Une soixantaine de personnes ont été arrêtées à la suite de ces troubles la semaine dernière, selon les autorités locales et des habitants. Le chef de la mission de l'ONU en Guinée, Abdou Dieng, a appelé la population à soutenir et à collaborer avec les acteurs nationaux et internationaux de la lutte contre Ebola. Par ailleurs, le ministre de la Justice guinéenne a démenti des informations diffusées la semaine dernière par des médias internationaux faisant état de l'arrestation à un barrage de police dans l'ouest de 6 personnes transférant en taxi un parent décédé d'Ebola mais muni de lunettes de soleil pour faire croire qu'ils étaient vivants. Voilà, la France et l'Allemagne ont lundi rejeté la proposition de la Commission européenne sur l'accueil des demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Entre-temps, François Hollande, Angela Merkel et le président de la Commission, Jean-Claude Juncker, se sont retrouvés dans la soirée à Berlin. La question de l'immigration a semblé un temps s'inviter dans les discussions entre Merkel, Hollande et Juncker avant que les dirigeants du FMI et de la BCE ne les rejoignent. Cette réunion était officiellement consacrée aux défis de l'économie numérique, au dossier grec et aux réformes de l'Union européenne souhaitées par le Premier ministre britannique David Cameron. À travers un communiqué commun, la France et l'Allemagne ont estimé que sur l'immigration, l'équilibre n'est pas encore atteint dans la proposition faite la semaine dernière par la Commission européenne. Proposition qui consiste à accueillir les demandeurs d'asile dans l'Union européenne. Prise en charge de 40 000 demandeurs d'asile originaires de Syrie et d'Érythrée arrivés en Italie et en Grèce, ainsi que de 20 000 réfugiés syriens. Voilà ce qu'a demandé la Commission européenne aux pays membres de l'Union. Mais les intéressés sollicités considèrent que la répartition doit être calculée en fonction de la population et du PIB des États, de leur taux de chômage et du nombre des demandeurs d'asile déjà accueillis. Ils ont insisté sur le fait qu'actuellement, 5 États membres se partagent 75% des demandeurs d'asile, la France, l'Allemagne, la Suède, l'Italie et la Hongrie. Une telle situation, à leur avis, n'est plus soutenable. Les prochaines discussions seront axées sur la nécessité de parvenir à un équilibre entre responsabilité et solidarité. Un navire a sombré lundi soir avec plus de 450 personnes à bord dans le fleuve Yangtze en Chine. La raison du naufrage n'a pas été déterminée immédiatement. 8 personnes ont été secourues, dont le capitaine et le chef mécanicien, qui ont tous deux déclaré que le bateau avait été pris dans un typhon. Le bateau, long de 76 mètres et d'une capacité de 534 personnes, est la propriété d'une compagnie qui organise des voyages dans la spectaculaire région des Trois-Gorges. Nous poursuivons cette édition où le sénateur républicain de Caroline du Sud, Lindsey Graham, a annoncé lundi qu'il se présentait à l'élection présidentielle américaine. Comme prévu, le champ républicain à l'élection présidentielle de 2016 aux États-Unis s'élargit de semaine en semaine. Il aura 60 ans en juillet prochain. Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, le 9e candidat, qui s'est officiellement déclaré lundi à la course à l'investiture républicaine pour la Maison-Blanche. C'est lors d'un discours dans sa ville d'origine, en Caroline du Sud centrale, qu'il a fait son annonce. Certains d'entre vous me connaissent depuis le temps où ma famille vivait à l'arrière du bar de ce bâtiment. Mais je suis à peu près sûr que personne ici, moi y compris, ne s'attendait à ce qu'un jour, je vous annonce que moi, Lindsey Graham, me présente à l'élection présidentielle américaine. Voilà de nouveau un candidat qui devra afficher un profil moins centriste et plus conservateur dur lors des élections primaires du Grand Old Party.
Lindsey Graham est relativement connu sur la scène nationale. Il est aussi connu pour ses positions de faucon sur la politique étrangère. Ses principaux défis: Simply put, radical Islam is running wild. L'islam radical devient hors de contrôle, tout simplement. Ils ont plus de refuges, plus d'argent, plus de capacités et plus d'armes pour attaquer notre pays qu'à toute autre période depuis le 11 septembre. Ils sont répandus, riches et enracinés. En tant que président, je ferai en sorte qu'ils deviennent faibles, pauvres et en fuite. Je défendrai un gouvernement limité et efficace, ainsi qu'une défense forte. Je me ferai le porte-parole de valeurs sociales conservatrices sans excuse. Without apology. Avant de devenir sénateur de son État au Congrès américain à Washington en 2003, il avait été son représentant à la Chambre basse de 1994 à 2003. Il s'était fait connaître une première fois à l'échelle du pays lorsqu'il était membre de la commission judiciaire parlementaire en 1998. Il cite volontiers John McCain comme étant un de ses mentors. Le roi appelé et l'ex-galactique du Real Madrid, Raúl, ont vanté lundi le futur prometteur du football à Cuba, où ils sont venus avec le Cosmos de New York pour célébrer les nouveaux liens entre l'île et les États-Unis. Ces acteurs du Curon espèrent fédérer les politiques avec le sport et le plus populaire au monde. Stade Pedro Marrero de la Havane, sous la direction de leur entraîneur, des stars du football, ambassadeurs de paix, préparent un match historique. Sous la direction du roi Pelé et de Raúl González, ex-buteur du Real Madrid et joueur du New York Cosmos, les joueurs américains préparent leur rencontre contre l'équipe nationale de Cuba. Il s'agit du premier déplacement d'une équipe professionnelle américaine sur l'île depuis l'annonce déjà historique en décembre du rapprochement entre les États-Unis et Cuba après plus de 50 ans d'antagonisme. Le dernier voyage d'une équipe de football américaine à Cuba remonte à 1978. Le Chicago Steel avait alors profité d'une légère détente entre Fidel Castro et l'administration du démocrate Jimmy Carter. Bien sûr, j'aurais voulu jouer plus de matchs contre l'équipe nationale cubaine, mais ce n'était pas possible avant. Mais Dieu a été bon avec moi et je suis là. C'est le plus important. C'est un match historique. Je pense que le foot et le sport en général unissent les gens. Espérons que ce match sera une étape de plus vers de meilleures relations entre les États-Unis et Cuba. La rencontre de mardi doit se tenir vers 21h GMT au stade Pedro Marrero, la principale enceinte du football du pays, qui peut accueillir jusqu'à 30 000 spectateurs. Pour l'occasion, une poignée de panneaux publicitaires ont été disposés autour de la pelouse, du jamais vu depuis la révolution castriste et l'abolition de la publicité et du sport professionnel. Le prix très socialiste des places a été fixé à 1 pesos, soit environ 4 centimes d'euros, dans un pays où le salaire moyen ne dépasse pas 20 € mensuels. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir reçus.